L'enquête que vous allez voir maintenant est plutôt terrifiante. Tout le mois d'octobre, la Cour d'assises de Paris a fait le procès des attentats de Paris de 1995. Il y avait à l'époque en France une vague terroriste qui était dirigée contre notre pays, à la fois sur le territoire mais aussi à l'étranger, notamment en Algérie. Le RER Saint-Michel et l'histoire de l'Airbus Paris-Alger. Oui, et puis les moines de Tibérine assassinés, des gendarmes assassinés à Alger. Enfin, en tout, il y avait eu 23 morts et une centaine de blessés. C'était une vague d'attentats qu'on avait attribuée au GIA, le groupe islamique armé de Jamel Zitouni. En tout cas, ça, c'était la version officielle. Oui, parce que ce que révèle Jean-Baptiste Rivoire, un journaliste de 90 minutes qui travaille sur ces questions depuis des années, c'est que ce groupe-là, et Jamel Zitouni en particulier, était en fait contrôlé par les services secrets algériens. Alors la question suivante à laquelle il essaie de répondre, c'est quel intérêt pouvaient avoir les services secrets algériens à tenir dans leurs mains un terroriste de cette nature. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui fait que tu as des doutes, toi, sur la version officielle et que tu te mets à enquêter ? En fait, ça commence en 97. Tu sais, il y a eu des gros massacres de civils en Algérie qui ont beaucoup choqué tout le monde parce que c'était fait aux portes des casernes. Alors Alger disait c'est les islamistes, mais on avait un peu des doutes. Et à ce moment-là, il y a des officiers des services secrets algériens, un peu dégoûtés, qui balancent dans la presse européenne que les massacres, l'armée est impliquée et que les bombes à Paris avaient été commanditées par les services secrets algériens. Donc ça, c'est novembre 97. Donc là, on commence à se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. Mais c'était la presse anglaise à l'époque qui avait sorti ça. C'était d'abord la presse anglaise, puis Le Monde à Paris quelques jours plus tard. Donc deux officiers qui disent c'est les services algériens, c'est nos services qui ont commandité les attentats de Paris. Et au printemps de cette année, il y a eu un truc assez déterminant, c'est qu'il y a un militaire algérien qui sort du pays, qui s'enfuit et qui dit la hiérarchie m'a demandé de devenir l'adjoint de Zitouni, quoi. Vous voyez le reportage de Jean-Baptiste Rivoire avec l'aide de Romain Icard et de Laurent Koja. Voilà, ça n'a pas été à parler. Voilà les Français, je le reste. Évacuez par là, s'il vous plaît. Juillet 1995. C'est la troisième fois en un an que le GIA, groupe islamique armé, frappe la France de façon spectaculaire, cette fois au cœur de Paris. Le premier attentat remonte au 3 août 1994 avec 5 Français tués par balle à Alger. Le 24 décembre de la même année, un Airbus d'Air France est détourné en Algérie avant d'être pris d'assaut à Marseille. En juillet 1995, ce sont les bombes dans le RER, puis en 1996, l'assassinat des moines de Tibérine. Point commun de tous ces attentats, ils sont attribués à un certain Jamel Zitouni, chef du GIA. Mais aujourd'hui, d'anciens officiers des services secrets algériens affirment que derrière le terroriste Zitouni se cachaient en fait des intérêts beaucoup plus importants. Voici l'histoire d'une incroyable manipulation. Il y a 5 ans, un ex-officier des services algériens, écœuré par la sale guerre qu'on lui a fait mener, se confie à la presse britannique. Ce qu'il dit est d'abord politique. Il révèle que les militaires algériens, effrayés par la victoire électorale des islamistes en 92, ont mis en place une stratégie radicale pour les empêcher d'accéder au pouvoir. Une stratégie meurtrière dont l'instrument était Jamel Zitouni. Quelques semaines après les révélations de l'Observer, nous retrouvons l'officier en Angleterre. C'est un capitaine. Méfiant, il nous soupçonne de renseigner les services français. Puis au fil des rencontres, la confiance s'installe. Dans un hôtel de Londres, il nous explique dans un français mal maîtrisé comment son service a recruté Zitouni. Zitouni a été recruté quand il était dans un camp au Sahara, quand ils avaient ramassé tous les islamistes. Et il a été surpris dans des conditions très très gênantes, enfin, avec des mœurs homosexuelles. Le chef de sécurité du centre lui a dit, voilà, soit tu travailles avec nous, soit on balance ça au niveau du centre, au niveau du camp de concentration, et puis c'est sûr qu'il aurait été dans de très très graves problèmes. Dans un centre, il y a des milliers d'islamistes, entendre parler un truc comme ça, c'est où? Les services secrets algériens auraient donc forcé Zitouni à collaborer avec eux. Et le jeune islamiste n'aurait pas été choisi par hasard. Parmi les islamistes, il y avait des médecins, il y avait des docteurs, il y avait des universitaires. Pourquoi ne pas prendre un universitaire et faire ça? Pourquoi le prendre avec un vendeur de poulet qui a à peine le niveau de 6e ou de 5e? C'est uniquement pour pouvoir le manipuler, pour pouvoir faire de lui ce qu'on veut.
Après l'Observer, Le Monde publie le témoignage d'un autre officier. Il confirme que les services secrets algériens manipulaient Zitouni et qu'ils sont impliqués dans les attentats de Paris. Il nous faudra 1 an et demi pour convaincre cet officier menacé de mort de nous accorder une interview, même à visage masqué. Pour lui, il y a une vraie guérilla islamiste en Algérie, mais elle est parfois manipulée. Celui qui nie l'existence des groupes islamiques ou islamistes, c'est quelqu'un de mauvaise foi, ou quelqu'un qui est très très mal renseigné, ou sinon c'est quelqu'un qui est vraiment manipulé. Mais le noyau central, ceux qui étaient dans la région centre et la région ouest, ils étaient dès le départ, infiltrés et manipulés. C'était un agent, ce qu'on appelle le mouton noir. Un agent noir, il est islamiste, réellement convaincu, mais il donne des informations stratégiques au service. Jamel Zitouni, futur chef du groupe islamique armé, aurait donc commencé sa carrière en renseignant les services secrets algériens. À la publication de ces révélations, l'ambassade d'Algérie à Paris monte au créneau. C'est quelque chose de tout à fait fantaisiste et tout à fait farfelu. Et je suis indigné par le fait qu'on utilise de telles méthodes pour porter atteinte à l'intérêt du pays que je représente et aussi, de mon point de vue, à ses intérêts diplomatiques et dans une certaine mesure aux relations entre la France et l'Algérie. Mais derrière les civils, ce sont en fait les militaires qui dirigent l'Algérie. Le patron de l'armée en 1992, c'est le général Nezzar. Un homme de l'ombre qui n'avait pas hésité à faire tirer sur la foule lors des émeutes de 1988. Il y a quelques semaines, il passait à Paris pour un procès en diffamation, une occasion exceptionnelle de le rencontrer. Est-ce qu'on peut vous demander, s'il vous plaît, vous demander une interview par écrit pour Canal+, c'est très important. Vous ne souhaitez pas nous répondre? Canal+. Pourquoi? De sensationnel, non. Je vous dis... Ça c'est faux. Respectez maintenant. Gentiment, soyez gentil. Devant notre caméra, un jeune Algérien tente de nous empêcher de poser des questions. Soyez gentil. Laissez-le tranquille. Est-ce que les attentats de Paris, c'est grave? Les attentats de Paris en 95. Oh, c'est les agents là. C'est monsieur, vous dites, qui reste tranquille là. Les journalistes là. J'aurais parlé gentiment, ils étaient pris, comment ça s'appelle maintenant? C'est moi, monsieur le général des armes, excusez-moi. Non, moi je vous parle là. Maintenant que vous sautez sur quelque chose, un fétu une étincelle comme ça, et vous portez des jugements sur les gens, ça je vous l'interdis. Vous savez que l'armée a un truc que les... Je vous l'interdis. En 10 ans de guerre, Nezzar et ses généraux n'ont jamais apprécié qu'on questionne leurs méthodes. Voici l'organigramme secret des vrais patrons de l'Algérie. À droite, les forces militaires proprement dites. À gauche, les services secrets du DRS, la redoutable sécurité militaire, avec le capitaine Ougenoun. Au cours de notre enquête, un 3e officier a accepté de nous parler. Longtemps bras droit du patron du contre-espionnage, il a déserté l'armée en 1996. À l'époque, ses chefs lui avaient demandé d'organiser en Allemagne l'assassinat de Rabah Kebir, porte-parole de Fils pour l'Europe. L'affaire Zitouni, notre officier connaît, un de ses lieutenants la lui a confirmé en 1994. On m'avait dit, et je connais le lieutenant parce qu'il a été sous mes ordres, il m'a dit, je ne comprends pas. Il y a, comment ça s'appelle, Jamel Zitouni, il rôde à la caserne, qu'est-ce qui se passe? Il rôde, donc il est convoqué, il vient, il rôde, non, il nie, normalement comme un officier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est un agent qui recevait ses instructions de la part de nos chefs. Zitouni circule librement, en effet. En juillet 1994, il est même aperçu au siège des services secrets dans la banlieue d'Alger. Abbas Arwa est universitaire. Il a coordonné l'une des meilleures enquêtes sur le GIA. Selon lui, les services algériens cherchaient à l'époque à renforcer la crédibilité de l'islamiste Zitouni pour le placer ensuite au sommet du GIA. Il fallait d'abord le valider comme un insurgé islamiste aux yeux de l'opposition armée et aux yeux de la population en général. Les médias algériens, contrôlés par le pouvoir militaire, ont tout fait pour gonfler le personnage. Ce qu'on a toujours fait, c'est entretenir une image d'un Zitouni sanguinaire,
que les médias malheureusement ont amplifié à l'époque. Enfin, quand ça vous aidait? Ça nous aidait en tant que service secret, oui, ça nous aidait en tant que service secret. Le 3 août 1994, 5 Français sont donc tués à Alger. En France, l'émotion est considérable. Les services algériens mettent alors l'attentat sur le dos de Zitouni. Relayé par l'agence France Presse, l'un des seuls médias étrangers autorisés en Algérie, cette version officielle est reprise par tous les journaux télévisés. Dans l'enquête sur l'attentat d'Alger maintenant, la semaine dernière donc, les services secrets algériens affirment qu'ils ont identifié le responsable du commando de la cité Ain Allah. Il s'agirait du numéro 2 du groupe islamique armé, la faction la plus radicale des intégristes algériens, Valérie Gachet. Jamel Zitouni était-il dans l'une des 2 voitures qui mercredi dernier sont entrées par surprise dans la cité d'Ain Allah, près d'Alger? C'est ce qu'affirment aujourd'hui les services de sécurité algériens. C'est vrai que la version officielle, c'est Zitouni, un islamiste pur et dur qui a tué 5 Français. En fait, c'est tout à fait autre que ça, puisque Zitouni était déjà manipulé, recruté par le chef, par un des chefs des services opérationnels de la sécurité militaire, enfin ce qu'on appelait la sécurité militaire, mais c'est en fait la DRS. Ce chef-là s'appelle le colonel Tartak Bachir. Et donc c'est ce colonel Tartak Bachir qui avait en fait monté toute cette opération de Ain Allah, où des gendarmes ont été tués. Il s'agit désormais de crédibiliser Zitouni sur la scène internationale, de renforcer son image d'islamiste sanguinaire et hostile à la France. Après avoir validé donc sa loyauté islamiste, et après en avoir fait un chef médiatiquement, la phase suivante, ou l'étape suivante, consistait à lui faciliter un coup d'État sur le GIA. L'armée tend donc une embuscade au chef du GIA et à ses principaux lieutenants. Ils sont tous tués, sauf Zitouni. Il est épargné par les militaires. Plutôt content de l'opération, le patron du contre-espionnage algérien la raconte à ses homologues des services secrets français. Témoignage d'un haut fonctionnaire du ministère de la Défense qui préfère garder l'anonymat, mais qui s'en souvient parfaitement. Cette anecdote m'avait quand même frappé, c'est effectivement qu'ils l'ont épargné volontairement. Alors que tout avait été conçu, enfin tout avait été fait pour l'embuscade et qu'il tuait, enfin tué selon s'il voulait quoi. Et celui-là n'avait pas été tué exprès. Mais moi, quand on m'a raconté ça, ça m'a pas paru surprenant. Qu'on ait épargné un type parce que soit on avait des contacts déjà avec lui, qu'on pensait que bon, après il pourrait prendre la relève, ce qui s'est apparemment passé, ce qui va me passer et qui serait plus accommodant, ça me paraissait dans l'ordre des choses, hein, franchement. Hein. Ce type d'anecdote, c'est susceptible d'être raconté ou pas? Ah non. Ah non, ça c'est... Ne me citez pas, parce que là, je suis emmerdé, là. Protégé par l'armée, Zitouni va prendre la tête des GIA en octobre 1994. Pour cet ancien numéro 2 de l'ambassade d'Algérie en Libye, les services secrets algériens ont réussi ce jour-là un coup de maître. Avant Zitouni, c'était l'infiltration. À partir de l'arrivée de Zitouni, c'est la même mise totale des généraux sur les GIA. À partir de cette date, le GIA, qui est censé combattre le régime, retourne sa violence contre la population. Les Algériens ne comprennent plus ce qui se passe. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi on tue une religieuse de 95 ans. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on met dans le goudron un bébé de 4 ans, de 2 ans. Vous ne pouvez pas, en tant que musulman, en tant qu'un être humain, je dirais en tant qu'individu tout simplement, comprendre pourquoi on éventre une femme enceinte. C'est de la barbarie pure. Il n'y a pas autre chose. C'est pour frapper l'imaginaire. C'est pas autre chose. Donc il y avait une stratégie, il fallait les gens les frapper dans leurs émotions, il fallait les choquer. Vous voulez le fils, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Hein? L'effet escompté, c'était que la population divorce totalement avec l'idéologie islamiste. Quand il s'autoproclame chef du GIA, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fait exécuter tous les chefs du maquis, donc, et pour les remplacer par ses complices des services de la DRS. Donc il met à la tête des maquis des gens qui lui sont fidèles et qui collaborent avec lui. Après avoir placé ses hommes, Zitouni commence à éliminer les vrais islamistes. Les chefs du fils étant en prison, il se contente de les exclure symboliquement. Mais d'autres dirigeants comme Rabat Kébir, le porte-parole du fils en Europe,
ou le cheikh Sahraoui, qui dirige la mosquée de la rue Mira à Paris, sont inscrits sur une liste d'opposants à assassiner. Une liste qui n'aurait pas été établie par Zitouni. Lorsqu'il y a eu cette fameuse liste des dirigeants du FIS à exécuter à l'étranger et en Algérie, elle était faite à Ben Aknoun, dans les locaux de la DRS. Parce que tout simplement, il fallait éliminer ce qu'on appelle, entre guillemets, les intellectuels du FIS. Jamel Zitouni a fait la besogne que n'a pas pu faire directement les services de sécurité algériens, à savoir s'attaquer à ces cadres du Front islamique du Sahel et de les assassiner. Zitouni et ses lieutenants font le travail, puis des communiqués portant le tampon du GIA sont publiés à Londres. Faire un tampon avec un sigle du GIA ou l'envoyer à Al-Hayat ou à n'importe quelle agence, ça veut rien dire en fait, oui. El Hayat, le plus grand quotidien en langue arabe de Londres. Depuis 10 ans, ce journal publie régulièrement les communiqués du GIA en affirmant qu'ils émanent des islamistes. En fait, le journaliste chargé de l'Algérie les recevait par fax. Il n'a jamais pu en vérifier la provenance. À l'époque, le GIA sortait 2 ou 3 communiqués par semaine. Comment voulez-vous qu'on en vérifie l'authenticité? C'était impossible. Pendant 10 ans, le monde entier a donc cru à des revendications du GIA dont aucun journaliste n'a jamais vérifié l'authenticité. Et les services secrets algériens ne se seraient pas contentés de rédiger eux-mêmes certains de ces communiqués. Ce monsieur et le capitaine Chouchen, c'est la dernière preuve vivante que le GIA est une pure invention des services secrets, puisqu'on lui a donné l'ordre d'aller seconder Jamel Zitouni en 1995. Donc on a demandé à un militaire d'aider Zitouni. Oui, on a demandé à cet officier, qui est un officier des services spéciaux, d'aller pour devenir le bras droit de Jamel Zitouni dans le maquis. Depuis que le capitaine Chouchen a confirmé publiquement son incroyable histoire, le général Nezzar a trouvé un argument imparable pour le discréditer. Chouchen est un islamiste convaincu et je le respecte parce que c'est un islamiste convaincu. C'est un officier des forces spéciales algériennes à qui on a demandé, le commandant Abdelrahman a demandé en 1995 de devenir le numéro 2 de Jamel Zitouni, à la tête du GIA. Ça c'est faux. Ça c'est à lui de le confirmer. Soldat d'élite, instructeur des forces spéciales de l'armée, le capitaine Chouchen fut longtemps un officier modèle. Mais dans les années 90, comme beaucoup de jeunes Algériens, il devient sympathisant du FIS. En janvier 92, les islamistes gagnent les élections, mais l'armée interrompt le processus électoral. Choqué par le coup d'État, le capitaine Chouchen refuse de tirer sur la foule. Il est jeté en prison. 3 ans plus tard, la direction de l'armée vient le chercher dans sa cellule et lui propose une mission très spéciale. Au cours de notre enquête, nous l'avons retrouvé dans le nord de l'Angleterre. Pour la première fois devant une caméra, il a accepté de nous raconter ce qui lui était arrivé. Il m'a amené au centre de torture de Ben Aknoun. Et là, le général Kamal Abdelrahman est venu me voir. Et il m'a proposé de travailler avec lui. Le colonel Tartag était avec lui. Premièrement, au début, ils m'ont proposé de liquider les chefs du FIS qui avaient pris le maquis. Je leur ai dit que je croyais que vous allez me proposer de liquider Zitouni ou les gens qui ont reconnu les crimes contre les enfants, les femmes et ainsi de suite. Bachir Tartag était énervé, il m'a dit laisse Zitouni tranquille, c'est notre homme et c'est avec lui que tu vas travailler. Le colonel Bachir Tartag et le général Abdelrahman, 2 des plus hauts responsables des services secrets algériens qui ont refusé notre demande d'interview, auraient donc ordonné au capitaine Chouchen d'encadrer Jamel Zitouni. C'est mettre l'un des meilleurs instructeurs de l'armée au service du chef du GIA. Là, je savais que si j'hésite
je ne sortirai pas du bureau. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, je vais essayer de le contacter. Je vais essayer de le contacter à ma façon. Ils m'ont dit, non, on va arranger ta rencontre avec lui. Chouchen accepte, il cherche à gagner du temps. Quelques semaines plus tard, l'armée lui fixe effectivement un rendez-vous dans un hôtel d'Alger. Il se rend sur place, aperçoit l'émissaire de Zitouni, puis s'éclipse et parvient finalement à rallier l'Angleterre. 6 ans d'exil. Quelle honte. Les vrais terroristes, c'est ceux-là. Voilà, le général Kamal Abdelrahman. C'est lui qui décidait pour la majorité de ce qu'il fallait faire avec Jamal Zitouni. Et les généraux vont bientôt confier à Zitouni une nouvelle mission, frapper l'Europe. Fin 1994, le régime est de plus en plus contesté sur la scène internationale. À Rome, des opposants algériens convoquent une conférence de presse. Du FLN au Front islamique du salut, tous les partis envisagent un processus de paix prévoyant le retour à la démocratie et le départ des militaires. Le monde entier comprend alors que l'Algérie peut fonctionner sans que l'armée soit au pouvoir. Les généraux s'inquiètent. Ils ont bâti leur combat sur la lutte contre les intégristes, sur la lutte contre les islamistes. Mais une fois que les islamistes sont acceptés par la société démocratique, donc tout ce qu'ils ont construit tombe comme un château de cartes. Ces gens-là, à chaque grande occasion, il faut que des attentats, le terrorisme ressurgissent pour crédibiliser leur théorie, leur discours. À partir de 14h30, 4 terroristes, ce que nous croyons être, ont pu s'infiltrer, passer les différents barrages de contrôle et ils prennent depuis cette heure-là en otage 232 passagers. Nous sommes un mois seulement après la réunion des opposants algériens à Rome. Les hommes de Jamal Zitouni viennent de prendre en otage un Airbus d'Air France. Ce jour-là, les services de sécurité de l'aéroport n'ont pas fait leur travail. Certains bagages n'ont pas été fouillés et 63 passagers sont montés dans l'avion sans que leur billet ne soit contrôlé, une négligence impensable dans un pays soumis à une guerre terroriste. Pendant ce temps, les hommes de Zitouni introduisent tranquillement dans l'Airbus des armes et des explosifs. Il était impensable de faire passer une arme, même une arme de poing, au niveau de l'arbre. Or, ces gens-là sont passés avec... Ils avaient même des explosifs, ça. C'est louche. Est-ce que les terroristes revendiquent d'une organisation Ce sont des terroristes. Islamistes, vous voulez dire? Ce sont des terroristes. À Paris, on commence à s'interroger sur l'attitude des autorités algériennes. Après l'assassinat de 2 passagers, Édouard Balladur propose que des gendarmes français interviennent. Alger refuse. Au bout d'une 30aine d'heures d'angoisse, les preneurs d'otages abattent un 3e passager d'une balle dans la tête. Il a 23 ans, il est cuisinier à l'ambassade de France. Le Premier ministre Édouard Balladur téléphone alors au président Zeroual. J'ai dit notamment au président Zeroual que je le tenais pour responsable de la vie des Français qui étaient dans cet avion. Et que faute de quoi, je prendrais l'opinion et la communauté internationale à témoin du comportement du gouvernement algérien et qui aurait empêché la France de sauvegarder la vie de ses ressortissants. Ça a été assez difficile et peu diplomatique comme conversation. Après ce coup de téléphone, l'Airbus décolle enfin pour Marseille. Le GIGN intervient. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Non, ça va. 8 ans après ce détournement, l'Algérie n'a toujours pas répondu aux questions du juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière sur les circonstances exactes de l'affaire. Pour la veuve du jeune cuisinier abattu, ce silence est difficile à comprendre. Je ne vois pas l'intérêt du gouvernement algérien de faire obstruction à la justice.
pourquoi ils le font, pourquoi ils n'ont pas laissé accéder aux bandes enregistrées de la tour de contrôle, pourquoi le juge Bruyère n'arrive pas à avancer plus dans l'affaire, ou alors, il nous a réunis une fois ou deux depuis, mais c'est tout, quoi. Moi, je veux quelque chose, je veux des résultats. Parce que les personnes qui ont vraiment commandité cet attentat sont vivantes, elles sont quelque part. Malgré le détournement de l'Airbus, la paix progresse. Début 95, réunis à nouveau à Rome, les partis algériens signent enfin un accord historique. Ils s'entendent pour gouverner l'Algérie ensemble, sans les militaires. Seul le peuple peut désigner l'autorité et toutes les institutions qui doivent désigner le pays. À Paris, des hommes politiques comme Valéry Giscard d'Estaing ou François Léotard se déclarent favorables aux accords de Rome. François Mitterrand lui-même tente de rallier Helmut Kohl au processus de paix. En mars 95, même l'administration Clinton considère que le régime militaire algérien a échoué. Les généraux se sentent lâchés par la communauté internationale. Le GIA va frapper Paris. À leur arrivée au pouvoir, Jacques Chirac et Alain Juppé seront salués par l'une des plus importantes campagnes d'attentats terroristes jamais organisées en France. Le 15 juin, un quotidien algérien proche des services de sécurité annonce l'arrivée en France d'un commando chargé de commettre des attentats. Le 11 juillet, le cheikh Sahraoui, un des dirigeants du fisc qui figurait sur la liste des hommes à abattre par Zitouni, est mitraillé à Paris. Le 25, c'est la bombe de Saint-Michel. L'affaire sent la manip, d'autant que les vrais islamistes, eux, condamnent ces attentats qui les discréditent auprès de la communauté internationale. Stratégiquement, le FIS n'avait aucun intérêt à se priver de la base islamiste, s'il y a base islamiste en France. Il n'avait aucun intérêt à se couper des pseudo-aides financières qu'il pouvait recevoir de la France. En août, comble de la provocation, un communiqué signé Zitouni ordonne au président Chirac de se convertir à l'islam. Infantilisme ou coup monté des services algériens pour discréditer les islamistes? La question se pose d'autant plus que l'organisateur des attentats de Paris, un certain Ali Touchent, est un personnage bien étrange. Depuis le début des années 90, ce lieutenant de Zitouni recrute des jeunes dans les banlieues françaises et les pousse à commettre des attentats au nom du GIA. Exemple, Khaled Kelkal, recruté par Touchent et abattu par les gendarmes en septembre 95. Attention! Ok, c'est bon! Attends, bouge-toi. Quand ils ne se font pas tuer par balle, les jeunes recrutés par Touchent sont tous interpellés. Les arrestations sont spectaculaires, mais quand les policiers interrogent les jeunes, ils sont souvent déçus. Confidence d'un policier des renseignements généraux qui était en fonction au moment des attentats de Paris. Il a été mis sur la touche après avoir dénoncé des dysfonctionnements dans son service. Ce qui était étonnant, c'est que quand on voyait ces jeunes passer, alors qu'ils venaient d'être arrêtés par la DNAT ou bien par la brigade criminelle, pour avoir fait un peu de PJ avant, je m'étonnais du comportement de ces jeunes. C'est-à-dire C'était un comportement assez enfantin. On n'aurait jamais cru que c'était des gens vraiment qui faisaient partie d'un réseau dur du GIA. Je pense qu'au sein du GIA, il y a certainement des gens plus durs. Ces gens plus durs, c'est notamment Ali Touchent, mais il n'est jamais inquiété par la police. En 93, lors de l'opération Chrysanthème, puis en 94 en Belgique et enfin en 95, après les attentats de Paris, les réseaux montés par Touchent tombent les uns après les autres, mais lui échappe aux arrestations, systématiquement. Quelqu'un qui, une fois, deux fois, trois fois, parvient à passer au travers des mailles du filet, soit il est extrêmement habile, soit il est prévenu avant. Et il est prévenu avant par des gens qui savent qu'il y a des interpellations qui vont avoir lieu, qu'il y a des opérations de police et des opérations de justice qui sont montées. Et pour réussir à échapper trois fois, il faut peut-être être prévenu avant. Lors du procès des attentats de Paris en octobre, Jean-François Clerc, numéro 2 de la DST, a dû venir démentir que ses services aient pu entretenir des contacts avec Ali Touchent. Mais pour beaucoup de spécialistes du terrorisme, Touchent était au minimum un agent secret algérien. C'est fatalement un agent. En France, on a connu aussi des agents comme ça qui faisaient partie de réseaux d'ailleurs. Et puis, qui sont toujours sortis, c'est-à-dire qu'ils ont remonté un autre réseau après. Donc pour moi, c'est un agent. C'est difficile de comprendre autrement. Touchent, agent des services secrets algériens. Après les attentats de Paris, en tout cas, il part se réfugier à Alger.
3 ans plus tard, les autorités algériennes déclarent qu'il est mort et qu'il ne peut donc pas être jugé. Une affirmation que la justice française n'a jamais pu vérifier. En fait, la DST aurait compris dès 1995 que Touchent travaillait pour les services secrets algériens. Témoignage du juge Alain Marceau, ancien patron de la lutte antiterroriste. On nous dit la DST en août 1995 comprend que derrière Kelkal et derrière tous ces petits gars, il y a des gens de la sécurité militaire, Ali Touchent, qui ensuite est exfiltré vers Alger. Ça vous surprend pas ? Ça a été effectivement une des réflexions de la DST en disant finalement, plus on avance sur les réseaux Kelkal et plus on trouve des gens, des Algériens, des services officiels. Donc on avait tous de bonnes raisons d'être extrêmement prudents. 1 an après les attentats, le colonel Samraoui, que l'on aperçoit ici avec le général Nezar, évoque l'affaire Touchent avec l'un de ses collègues et amis, responsable de la sécurité militaire à l'ambassade d'Algérie à Paris. Il m'a dit que Touchent leur appartenait, donc c'était quelqu'un, grosso modo, c'était un agent des services qui activait en France. Reste la question centrale, pourquoi l'Algérie aurait-elle décidé d'organiser des attentats en France ? En faisant des attentats en France, on mobilise l'opinion publique française. Donc les gens vont dire, oh, l'islamisme c'est un danger, donc on va couper. Voilà, c'est d'obliger. C'est ce qui a été fait en Algérie déjà contre les islamistes c'est des terroristes, ils vont nous couper la tête. Et cette peur a contribué à cet état d'esprit d'obliger les gouvernants français à agir et à expulser pratiquement tous les supports des islamistes. Quand on a vécu les années 83, 90, on se rend compte que le terrorisme d'État, c'est quelque chose d'assez particulier, que d'abord il utilise des organisations écran. Et en l'espèce, on peut considérer qu'à un moment ou à un autre, le GIA a été une organisation écran, utilisée pour porter le feu en France. Pour prendre la France en otage. Pour prendre la France en otage. Les attentats de Paris n'auraient donc pas été du terrorisme aveugle, mais des messages envoyés par l'Algérie à la France. En 1995, le gouvernement Juppé comprend-il que notre pays est probablement victime d'un terrorisme d'État ? Le bilan s'élève à 24 blessés. D'après notre enquête, la DST en avait averti Jean-Louis Debré, alors ministre de l'Intérieur, dès le mois d'août, soit 1 mois après la bombe de Saint-Michel. Je sais qu'un certain nombre de fonctionnaires de la DST ont eu l'occasion de faire connaître au gouvernement leurs doutes sur l'origine exacte des attentats. Et donc il ne fallait pas être manichéen en disant il y a les bons Algériens qui gouvernent et les mauvais qui commettent des attentats en France. C'était plus compliqué. Le 15 septembre 1995, Jean-Louis Debré invite des journalistes à déjeuner au ministère de l'Intérieur. Très rapidement, il se met à parler des attentats. Il a manifestement un message à faire passer. Il nous a donc dit une chose qui a surpris en tout cas un certain nombre d'entre nous, et notamment qu'il avait des doutes sur la responsabilité des auteurs des attentats et qui se demandait si éventuellement une manipulation des autorités algériennes, de la police algérienne, était possible. Ça m'a semblé être une information de première importance, en tout cas une information nouvelle. Le lendemain, à la une du Monde, les propos de Jean-Louis Debré, selon lesquels la sécurité militaire algérienne voulait que l'on parte sur de fausses pistes pour qu'on élimine des gens qui les gênent, vont provoquer la colère d'Alger. Le ministre de l'Intérieur va alors faire semblant de ne pas avoir dit ce qu'il a dit. Dans son entourage, on dément formellement l'existence de l'interview et on se réserve d'examiner toutes les suites judiciaires que mérite cette affaire. Mais quelque temps plus tard, Debré confirme ses propos à un journaliste préparant un livre sur Chirac. Dans une rencontre avec lui quelques semaines plus tard, il m'avoue qu'il l'a fait sciemment. Quel est son but ? Son but, c'est d'envoyer un signal au régime algérien. On n'a pas la preuve qu'il y ait eu orchestration, manipulation des attentats de Paris. Officiellement, on attribue ça aux islamistes, mais il y a des doutes, un peu partout, dans toutes les sphères du pouvoir. Et donc, on ne va pas balancer une bombe atomique sur Alger, mais on fait passer des messages par des canaux discrets, par les services, et là, officiellement. Par la presse. Tout en disant qu'on ne l'a pas dit. Mais le message est passé.
Président, bonsoir. Est-ce qu'on peut vous poser une question pour Canal+. Une enquête sur les attentats de Paris en 1995. Vous avez déclaré à l'époque que la sécurité militaire voulait emmener les services français sur de fausses pistes. Est-ce que vous en souvenez? On ne peut pas parler des attentats de Paris, M. Debré? Jean-Louis Debré préfère ne pas nous parler, et pourtant à l'époque, même Alain Juppé se méfie des services secrets algériens. Selon le Canard enchaîné, il aurait ordonné aux enquêteurs français de limiter à l'extrême, voire de cesser tout contact avec les services algériens de renseignement. À l'époque, notre policier des renseignements généraux apprend qu'un Algérien qui informe un de ses collègues semble bien au courant des attentats qui vont avoir lieu. Cet Algérien, avant chaque attentat, appelait le collègue des RG pour lui dire qu'il allait se passer quelque chose. Et donc, même dans le bureau de ce collègue, on trouvait ça à la fin particulier, parce que quand on a reçu un coup de téléphone de cet individu, il se disait même que ça allait péter. Vous voyez? Et alors là, évidemment, avec mon camarade, on se regardait en disant, mais c'est quand même étonnant. J'ai compris par la suite que, évidemment, cet individu qui était venu tamponner l'officier français au 5e étage des renseignements généraux était un officier algérien. Ça, c'est clair, puisque pour moi, il avait la méthodologie, et puis il avait la volonté, donc ça ne pouvait être que ça. On pouvait pas, il n'a jamais été arrêté, c'est un individu qui n'a jamais été arrêté, qui n'a jamais été ennuyé, on n'en a jamais parlé, donc c'est fatalement un type qui était couvert par notre hiérarchie, et donc il faisait partie d'une entente entre les services algériens et nous-mêmes. Un officier algérien aurait donc prévenu Paris la veille de chaque attentat. À peine croyable, ce scénario ne surprend pas le juge Marceau. Ça ne sert à rien de commettre des attentats si vous ne faites pas passer le message et si vous n'arrivez pas à contraindre la victime à céder. Donc après, se met en place une diplomatie plus ou moins parallèle. Il faut bien faire comprendre d'où vient la menace et comment on peut y mettre fin en contrepartie de certains avantages. Le régime algérien se serait donc servi du terrorisme pour forcer la France à le soutenir, et l'affaire serait un secret de polichinelle. Maintenant, une chose. Allez voir vos services, vous connaissez très bien le problème, je m'excuse. Vous voulez dire que les services secrets français sont au courant? Doivent être sûrement au courant, oui. C'est ce qui se confirme dans notre enquête, effectivement. Allez-y les voir et confirmez et condamnez-nous. Et le général Nezzar n'est pas le seul à dire que Paris savait. Quelque temps après les attentats, l'ancien Premier ministre algérien, Abdelhamid Brahimi, que l'on aperçoit ici à l'époque où il était au pouvoir, recueille les confidences d'un proche du président Jacques Chirac. Il m'a dit en 1995, après que Zeroual était élu président algérien, en novembre 1995, le président Chirac lui avait un message, en particulier sur 2 points. 1, lui dit que nous n'accepterons jamais à l'avenir que la sécurité militaire organise des attentats comme ils l'ont fait en 1995. Alors je dis, bon, vous savez, pourquoi vous ne le dites pas ça? C'est une autre histoire. Donc, les autorités françaises savent que c'est la sécurité militaire qui a fait ces attentats. Là, on vous sent très vigoureux. Après 1995, en tout cas, plus aucun responsable politique français ne prendra le risque de critiquer le pouvoir algérien. Même Lionel Jospin, pourtant peu favorable au régime des généraux, se retrouve coincé une fois devenu Premier ministre. Dans le cas de l'Algérie, la très grande difficulté, c'est que nous ne savons pas comprendre ce qui se passe véritablement en Algérie. Nous sommes contre une opposition fanatique et violente qui lutte contre un pouvoir qui lui-même utilise d'une certaine façon la violence et la force de l'État. Alors nous sommes obligés d'être effectivement assez prudents. Je dois aussi penser quand même aux Français. Nous avons déjà été frappés et je dois veiller à ces questions. Je suis pour que nous prenions nos responsabilités, mais en pensant que la population française doit aussi être préservée. C'est lourd de dire cela, mais vous comprendrez aussi pourquoi il est de ma responsabilité de le dire. Ça veut dire que les politiques français ne peuvent pas dire ce qu'ils ont à dire sur le pouvoir algérien parce qu'ils ont peur des bombes. C'est ce que j'ai compris et ce que tous les observateurs ont compris. Quand Zitouni est tué dans le maquis en juillet 1996, il a rempli sa mission. Forcer la France à soutenir le régime, assassiner une bonne partie des intellectuels islamistes et terroriser la population algérienne. Aujourd'hui, les massacres de civils continuent et la plupart des généraux sont toujours au pouvoir. Ils ont besoin de la violence pour gérer l'Algérie. Un minimum de violence, comme ça les Algériens ils pensent à une seule chose, leur vie et leur sécurité. On ne demande pas où elle est partie là du pétrole, ni ce qu'on fait avec l'argent des Algériens, ni quoi que ce soit. C'est un pays qui fait 2 millions de kilomètres carrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
De plus, par rapport à ce qu'elle a fait la France, est-ce qu'ils ont construit une ville nouvelle? Il n'y en a pas. Est-ce qu'ils ont construit des routes, des autoroutes? Il n'y en a pas. Mais on ne se révolte pas parce que c'est dangereux. C'est très dangereux. Qui soutient ces gens-là? À part la France. La France est leur principal soutien. Et je ne dis pas la France, mais certains services français, certains services spéciaux français, certaines sphères politiques françaises, bien connues, aident ces gens-là. Et la vente de matériel militaire, c'est une aide supplémentaire pour permettre la survie de ces gens-là, de ces généraux-là. Ce régime, que la France soutient depuis 1992 pour des raisons commerciales, stratégiques ou par peur du terrorisme, a aujourd'hui du plomb dans l'aile. Depuis les massacres de 1997, beaucoup d'Algériens ont compris que le GIA avait souvent servi de couverture aux services secrets pour commettre massacres et attentats. Le gouvernement français, lui, fait comme s'il n'avait rien vu. En 2003, notre pays célébrera l'année de l'Algérie en France. Alors moi, il y a un truc qui m'a énervé dans ton sujet, c'est que Jean-Louis Debré déclare à des journalistes à multiples reprises, c'est écrit dans des livres, qui s'est douté à ce moment-là, parce que les enquêtes, parce que machin, que les services secrets algériens étaient peut-être pas étrangers aux attentats de 95. Et là, c'est le no comment absolu. Enfin, on te voit dans le film, tu vas le voir, et il répond rien. Mais enfin, comment on peut ne pas répondre à des questions d'enjeux pareils? Je sais pas si t'as pas énervé sur le coup. Non, mais c'est d'autant plus énervant que moi je lui ai envoyé des lettres, une demande d'interview par écrit pendant 2 mois, quoi. Et il m'a jamais pris au téléphone. Il fait répondre par ses services qu'il veut pas répondre. C'est un truc inimaginable dans un pays anglo-saxon, quoi. Inimaginable. Inimaginable aux États-Unis, inimaginable en Angleterre. T'es obligé quand même, t'as occupé une fonction, t'es obligé de répondre au public, c'est pas possible. Tu peux pas laisser entendre à la population que les services secrets algériens ont foutu des bombes à Paris et ne rien faire. C'est comme ils n'ont pas envie de faire quelque chose, ils font semblant qu'ils n'ont pas vu, quoi.